très fier d'accompagner plus de 3000 entrepreneuses, principalement, parce que c'est souvent des femmes. Bonjour et bienvenue dans le podcast My Own Leadership. Je m'appelle Alexis Eve et un mardi sur deux, je vais à la rencontre des managers des startups les plus impressionnantes pour rentrer dans les coulisses de ce qui leur a permis de construire leur leadership. De leurs apprentissages à leurs secrets de management, dans ce podcast, nous rentrons pragmatiquement dans les bonnes pratiques qui construisent jour après jour un leadership personnel qui tire toute une entreprise vers le haut. On s'étend fortement actuellement sur tout le territoire national. Et si vous avez envie d'avoir les idées claires sur ce qu'il se passe chez vous du côté du facteur humain, nous avons pensé à vous et avons construit un test qui vous permet de savoir quels sont les enjeux humains qui devraient attirer votre attention, et également ceux sur lesquels vous surperformez déjà. Vous pouvez passer ce test en 10 minutes en allant sur www.yaniro.co/test. Le lien est disponible dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Antoine, comment vas-tu ? Bonjour Alexis, très bien et toi ? Eh bien écoute, ça va pas mal, hein. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation sur le podcast My Own Leadership de Yaniro. On enregistre à distance parce que, pour être tout à fait concret et remettre un petit peu les choses dans leur contexte, là on est à l'aune de ce qu'on pourra appeler le deuxième confinement dans le cadre de la crise du coronavirus. Donc on est chacun chez soi, enfin je crois que tu es chez toi aussi Antoine, non ? Tout à fait, je suis chez moi. Premier jour du deuxième confinement. Voilà, donc petit message à tous ceux et celles qui nous écoutent, parce qu'on sait qu'on enregistre les épisodes un petit peu en avance. On sait que les choses évoluent très vite, donc gardez bien en tête le moment où on a enregistré cet épisode pour le recoller à la réalité du moment. Donc Antoine, tu es CEO et cofondateur de Wikaza, et comme le veut un petit peu la tradition, je vais te laisser raconter Wikaza beaucoup mieux que moi. Donc bonjour, déjà ravi d'être là. Moi je suis Antoine. Avant de parler de Wikaza, 2 mots sur le fait que je suis entrepreneur depuis que j'ai 22 ans. Donc j'ai monté avant Wikaza une première startup, un site internet de mise en relation entre des clients et des professionnels. C'était dans le monde de l'artisanat que j'ai revendu en 2015. Et donc Wikaza, c'est ma deuxième startup que j'ai cofondée avec on est 5 fondateurs. Et donc Wikaza apporte du bien-être et du temps libre au quotidien. Donc notre mission, c'est vraiment de rendre la vie plus belle et de permettre de reprendre le contrôle sur le temps. Donc c'est une ambition assez forte qu'on s'est fixée tous les 5 il y a 4 ans. Et concrètement, pour apporter ça, en fait, on organise des belles rencontres entre des urbains pressés comme un peu nous tous, des gens qui courent, qui ont envie de retrouver du temps, qui ont envie de retrouver des espaces de liberté. Et on leur permet de réserver des services à domicile. Concrètement, on a commencé par le bien-être à domicile, donc de la coiffure à domicile, des prestations beauté, des prestations de massage, on peut réserver quand on le souhaite. On rentre du boulot, on a 1 heure devant soi, on peut réserver un massage pour le soir même. On est une femme active, pas forcément le temps d'aller en salon, on peut réserver à domicile. Donc ça apporte vraiment cette flexibilité. Et puis on a ajouté le ménage et la garde d'enfants. Et donc, on est d'un côté au service des consommateurs urbains pour leur apporter cette sérénité et ce soutien dans leur quotidien. Et de l'autre côté, on est au service de 3000 professionnels indépendants, parce qu'en France, il y a des gens qui ont envie d'être à leur compte dans tous les secteurs, y compris dans ce secteur des services à la personne. Donc, on est très fiers d'accompagner plus de 3000 entrepreneuses, principalement, parce que c'est souvent des femmes, des coiffeuses à domicile, des esthéticiennes à domicile, des aides ménagères qui ont fait le choix courageux de créer leur boîte et d'être à leur compte pour réaliser des prestations à domicile. Donc voilà, notre métier, en quelques mots. D'accord. Et donc pour cette deuxième aventure que tu es en train de vivre avec Wikaza, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur à l'heure actuelle combien vous êtes, est-ce que vous avez levé des fonds ou pas ? Ça redonne un peu du contexte pour ceux qui nous écoutent. Donc on a créé il y a 4 ans, 2 premières années plutôt R&D. On était dans un petit bureau, notre garage à nous, c'était un bureau dans un incubateur à Montreuil. On a remis les mains dans le cambouis, très très dans le détail. On a réussi à faire émerger la communauté des premiers professionnels en Île-de-France. Toute l'automatisation, toute la tech pour que ça marche, parce qu'en fait on est sur des métiers de volume, donc il faut vraiment qu'on puisse traiter des dizaines, des centaines de commandes automatiquement pour
pouvoir gagner notre vie. Donc on a passé beaucoup de temps sur la tech au début. Et puis une seconde phase qui arrive à partir de 2018. Donc en 2018, première levée auprès du fonds Isaïe, 1,2 million. Deuxième levée de 5 millions l'année dernière auprès de Serena, pour s'étendre partout en France, pour ajouter les nouveaux services, donc le ménage et la garde d'enfants qui sont arrivés en cours de route. On s'étend fortement actuellement sur tout le territoire national. Donc Wikasa, à l'heure où on se parle, c'est disponible en Île-de-France, dans les 10 plus grosses villes de France et agglomérations, donc Lyon, Toulouse, Bordeaux, voilà, toutes les 10 plus grandes villes. Et on veut aller vers un Wikasa qui soit totalement national, accessible partout. En interne, on est maintenant 35 et on s'est adapté au contexte de Covid et on constate qu'au final, ça a un effet d'accélération sur notre business. Parce que lors du premier confinement, ça s'est arrêté. Mais depuis le déconfinement, ça a repris très très fort. Il y a une grosse volonté de tout le monde, en fait, un gros besoin de flexibilité. On vit au jour le jour. Donc le côté Wikasa, je réserve même mon ménage à la demande, s'adapte énormément au contexte actuel. Et puis là, on va voir si ça se poursuit et si ça se confirme. Mais normalement, lors de ce deuxième confinement, on va pouvoir continuer à exercer nos prestations puisque les services à domicile restent accessibles. Et donc, on pense qu'il y aura bien sûr une demande là-dessus, puisqu'on a tous un peu marre, donc tous ces espaces de liberté qui restent disponibles, on est content de les avoir. Donc voilà, aujourd'hui, 35 est un business qui progresse très bien. Ok, là, je pense qu'on a bien planté le décor. Alors, l'idée de cet épisode, ça va être de nous pencher un peu sur les clés de ton leadership à toi au sein de Wikasa, notamment dans le cadre de son évolution, hein, parce que Wikasa évolue, donc mécaniquement, ton rôle au sein de la boîte évolue. Et donc, on va parler un peu management, leadership, prise de décision. On va voir un petit peu tout ce qui peut animer le rôle d'un leader en startup dans un contexte qui est particulièrement, comment dire, challengeant, si on peut le dire un peu comme ça. Ça te va, on y va? C'est clair, parfait. Allez. Bah, écoute, le premier sujet dont j'aimerais bien qu'on parle, parce qu'on en a un petit peu parlé avant de lancer l'épisode, c'est le sujet de la prise de décision au sein de Wikasa, avec notamment ce défi qui est toujours un peu difficile, de comment réussir à embarquer collectivement tout le monde, tout en évitant l'effet pervers qu'il peut y avoir dans la recherche de consensus absolu, à savoir une prise de décision qui est lente ou un petit peu inefficace. Enfin, je pense que tous ceux et celles qui nous écoutent voient très bien de quoi on parle. Et tu m'as dit que c'est un sujet qui, tout au long de Wikasa, a travaillé un petit peu vos esprits féconds et que vous avez réussi à craquer de mieux en mieux. Donc, comment tu me le raconterais déjà? Comment vous vous en êtes retrouvés à devoir particulièrement travailler la prise de décision collective et à partir de quand? Ouais. Eh bien, oui, clairement, c'est une chose que j'ai appris et qu'on a appris sur Wikasa. Comme je le disais avant, j'ai créé une première startup. Sur la première, on était 2 fondateurs avec Julien, le CTO, qui est également CTO de Wikasa, donc qui fait partie des 5. Et sur la première startup, j'avais l'impression de faire de la décision collective. Et en fait, en montant Wikasa, en étant 5 fondateurs, en ayant plusieurs VC à notre board, en ayant une équipe de management maintenant très riche, on a des très belles personnalités pour gérer notre marque, notre réseau de pros, notre acquisition en plus des fondateurs. J'ai découvert qu'en fait, je ne faisais pas vraiment de la décision collective et j'ai découvert vraiment le défi du collectif sur Wikasa. Alors attends, tu faisais quoi si tu faisais pas de la décision collective Ce au que je veux dire final? par là, c'est que voilà, sur la première startup, on était 2 fondateurs. Julien, il est vraiment sur la tech, il prend les décisions sur l'infrastructure et je rentre pas là-dedans. Et lui, n'était pas forcément très demandeur, et c'est encore le cas aujourd'hui, de rentrer dans le business. Donc globalement, on me faisait confiance. Donc en fait, il n'y avait pas tellement de débat. S'il y avait un débat, c'était avec mes managers, mais il est quand même pas le même quand je me suis rendu compte que c'était pas pareil de débattre avec des cofondateurs et de débattre avec des managers. C'est pareil. Donc vous êtes Donc, passé à 2 avec on- chacun son périmètre à 5 et donc voilà. il y a des décisions à prendre. Donc on est 5 fondateurs, dont, comme je disais, il y a Julien, CTO, et puis il y a Pierre. Donc moi, je suis président et CEO de
Wikasa, Pierre est directeur général, CEO, et on prend les décisions business à deux. Donc ça, c'est un premier truc nouveau, c'est que on est vraiment dans la décision en binôme sur les décisions importantes. Donc ça, on a dû le travailler. Ensuite, on discute à 5 de choses importantes pour la boîte. Et ce qui change aussi, c'est qu'on a un board plus riche sur Wikasa. Comme je l'ai dit, on a 2 VC, on a Isaïe et Serena, qui sont super impliqués, très positivement, parce que ils ont envie que ça marche, ils voient que ça marche, ils ont envie de nous pousser encore plus loin. Et qui dit implication dit qu'ils ont forcément plus d'avis, plus de points dont ils veulent nous faire part et qui rentrent un peu plus dans le détail. Alors que sur la première boîte, en gros, j'avais des VC qui étaient assez loin et finalement pas beaucoup de débat, quoi. J'étais un peu seul face à mes décisions. Donc on a découvert la vraie prise de décision collective où en gros c'est le moment où ça se termine parfois sur tiens, je pense ça, toi tu penses ça, et puis en fait on n'est pas vraiment d'accord et puis on peut pas conclure comme aussi rapidement qu'on le voudrait. C'est ça pour moi la différence. Parce que quand tu es devant ton board, tu peux pas, en tout cas c'est pas ma personnalité, de dire écoutez, merci beaucoup, mais on va faire comme je pense. Non. Si ça se termine sur un désaccord, vu que c'est des gens intelligents et qu'on a travaillé pour s'entourer de gens intelligents, si on n'arrive pas à un accord naturellement, c'est qu'il y a un truc. Donc, il faut qu'on prenne le temps d'y réfléchir. Donc, en pratique, qu'est-ce que j'ai appris Moi, j'ai appris que ça passait beaucoup. En fait, maintenant, je surinvestis en temps d'échange pré-décision. En fait, je me rends compte que s'il y a une décision importante à prendre, qu'on ne sait pas forcément parler avant, échanger sur des discussions en amont qui vont être potentiellement un peu improductives, si on n'a pas investi aussi dans du temps de collecte de l'information, de la poser par écrit et de la partager, et qu'on rentre dans la salle en se disant bon, il faut qu'on se mette d'accord, on signe pour un échec. Donc maintenant, je surinvestis en temps avant. Donc ça va être du temps, je passe du temps avec Marie, notre VC chez Serena, pour prendre un café, discuter, parfois sans but précis. Pareil avec Pierre, pour vérifier qu'on est un peu sur la même longueur d'onde, la même sensibilité par rapport au business. Et le deuxième point, c'est l'information, c'est consigné par écrit. Quand moi j'arrive finalement à me forger ma conviction personnelle, je me dis exemple, on va se lancer en Angleterre début 2021. Donc c'est un choix audacieux en cette période de Covid. C'était une décision qui n'était pas forcément évidente pour nous fondateurs, pour le board, d'y aller à ce moment-là. Et ben on a surinvesti en temps de préparation, d'information, regardez, voilà le potentiel, voilà pourquoi c'est quand même le bon moment. Et une fois qu'on est d'accord sur, qu'on partage la même information, qu'on a pris le temps de comprendre la sensibilité de chacun, on rentre dans la salle et on peut arriver à une décision où tout le monde est d'accord. D'accord, donc là, si je reprends ton apprentissage et du coup la pratique que tu as au quotidien, c'est de dire quand on a une décision qui est importante à prendre, plutôt que d'organiser un meeting et de toi arriver en disant bonjour, je pense qu'il faut faire ça, qu'il faut qu'on aille en Angleterre en 2021, etc. Tu vas passer beaucoup plus de temps avec toutes les parties prenantes à impliquer en amont. Alors j'imagine c'est à géométrie variable, hein, c'est des fois en one-to-one, des fois en groupe, et que pour que laisser à tout le monde le temps de faire un peu le chemin, et tu collectes de l'information que tu partages au moment où toi tu as une conviction, et après au moment de la discussion, quelque part il n'y a plus qu'à signer les papiers, si je caricature, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est en parler avant, pas en mode voilà ce que je pense qu'il faut faire, qu'est-ce que tu en penses, mais en parler avant en mode Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait pour qu'est-ce l'expansion qu'on fait, dans quel notre est ton avis, pays? Ouais. laisser les gens parler en premier, laisser leur avis m'influencer, euh, donner mon avis en second, mais enfin, voilà, un temps d'écoute de tout le monde au moment où la décision n'est pas encore totalement prise dans ma tête pour me laisser influencer. Ensuite, collecter de l'information et partager cette information et convoquer le meeting au moment où je me dis voilà, je pense que le consensus va se dégager naturellement parce que j'ai entendu les différents trucs et que je suis allé chercher des infos et donc regardez. Voilà.
nous lancer en Angleterre, ça prendrait tant de temps. On est d'accord, on a pris le temps de chiffrer le temps technique. Voilà l'opportunité, voilà le contexte. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Et Mmh. en général, la décision derrière se prend de façon consensuelle. Et alors ça, c'est la première partie, entre guillemets, le premier chapitre, au sens, arriver à organiser une prise de décision collective, qui soit efficiente à tous les niveaux, parce que donc elle embarque toutes les parties prenantes et elle, va relativement vite ou elle est relativement efficace. Et est-ce qu'il y a une deuxième partie qui consiste à embarquer des personnes qui ne sont pas forcément parties prenantes dans la décision, mais qui vont être impactées par la décision? Alors, ça c'est la seconde partie, effectivement, bah, une fois que c'est pris, comment on va exécuter, embarquer tout le monde. Donc on essaie effectivement de consulter et de faire participer à la décision de façon assez large. Comme je le disais, j'investis beaucoup en amont parce que ça permet de prendre une meilleure décision et ça permet aussi de derrière de mieux faire adhérer tout le monde. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pour les décisions d'évolution du business. C'est par exemple pas du tout adapté en termes de gestion de crise. On va en reparler. Mais On en reparlera, ouais. dans un contexte gestion de crise, un confinement qui arrive, là, il faut passer en mode plus vertical parce qu'il y a besoin de décisions rapides. Et c'est ça que tout le monde attend d'ailleurs à ce moment-là. Mais globalement, oui, on va essayer euh, de consulter tous les gens qui vont être concernés, qui ont un avis pertinent. Et puis derrière, ça permet d'aligner tout le monde. Et c'est possible, je pense, parce que on a fait super gaffe à bien définir nos valeurs d'entreprise, nos objectifs. On est très très méticuleux sur le choix de nos salariés et de nos investisseurs aussi. Et ça permet que derrière, il n'y ait pas de situation où on est sur des avis complètement opposés, quoi. Et comment, est-ce que tu en es arrivé à cette pratique-là? Est-ce que tu as dû faire de l'essai-erreur? Est-ce que tu as dû te dire: «Bon, je vais essayer des choses et ça s'est mal passé au début, donc tu as évolué»? Enfin, c'est Oui, quoi l'historique qui t'a amené à ce résultat? bah, ouais, c'est du test and learn à 5 fondateurs, du test and learn avec le board. Hem, je Pour moi, c'était un échec à chaque fois que on rentrait dans une discussion win-lose. Ça nous est pas arrivé trop souvent, mais ça arrivait quand même sur certains trucs. Voilà, on se frite un peu entre fondateurs, et on rentre dans une dynamique où chacun défend son point de vue, c'est un peu bras de fer et ça globalement c'est pourri, quoi. Enfin, je veux dire, moi j'aime pas, je pense qu'aucun de mes fondateurs n'aime ça, aucun membre du board. Donc ce serait plutôt une espèce de rétrospective, suite à ces échecs-là, qui nous a amené à trouver ce meilleur mode opératoire. Et après, ça se travaille, hein. Enfin, aujourd'hui, on est plus à l'aise, mais c'est un défi quand même permanent. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Maintenant, j'imagine que c'est rentré un peu dans la grammaire de la boîte, mais est-ce qu'au début, tu étais dans une approche très, consciente de ce que tu faisais en te disant: «Bon, alors, cette décision, il faut que j'implique, telle personne et je vais le faire en amont, même si j'aimerais bien que ça aille plus vite». Enfin, j'imagine qu'au début, c'était un peu antinaturel pour toi? Oui, 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 bien sûr. Et au début, c'est ce que je dis, au début, on a tendance à aller tout de suite sur la décision. En gros, voilà, je me suis forgé ma conviction: «Ah, c'est sûr, il faut faire ça, c'est le meilleur pour le business, faut absolument qu'on le mette en place très vite». Je «bourrine» entre guillemets et en fait, c'est finalement inefficace parce qu'à vouloir aller trop vite et brûler les étapes, déjà, on n'est pas forcément sûr de prendre une bonne décision parce que des fois, on a loupé un truc et, et ensuite, on n'a pas les bonnes conditions d'alignement pour être efficace. Donc, je constate que, et c'est vrai pas que sur les prises de décision d'ailleurs, enfin, même sur les réunions par exemple, tu vois, enfin, en fait, il vaut mieux surinvestir en amont pour que derrière ce soit très efficace et que ça exécute super vite. Ouais, tout à Et fait. je constate que même si ça peut donner l'impression parfois de coûter un peu de temps avant, derrière, en termes d'alignement de tout le monde est à fond, il y a zéro résistance interne, zéro remise en question suite à la décision, tu gagnes un temps fou. Il y a 2 pratiques que, nous on conseille beaucoup, quand on travaille avec, des dirigeantes et des dirigeants sur ce sujet-là, et alors là, en plus, moi je vais être mea culpa sur une partie parce que je fais partie des gens, qui ont tendance à bien aimer, quand ça va vite, hein, et du coup,
pouvoir se dire que tout ce processus peut prendre un petit peu de temps, mais tu as raison, en fait, c'est du temps qu'on va perdre après et ça permet pas à tout le monde d'être embarqué si on prend pas le temps d'utiliser ce process. Les deux bonnes pratiques qu'on conseille ou qu'on relève, entre guillemets, la première, tu le dis en filigrane, c'est dans les discussions de séparer l'exploration de la décision. Une grosse problématique dans les meetings décisionnels, c'est Mmh. quand en fait tu arrives, on explore et il faut décider à la fin. Et il y a des personnes qui vont se sentir mal à l'aise avec ça, alors que si tu fais des meetings de décision, qui sont des meetings de décision sur des datas qui existent et que l'exploration a été faite soit dans d'autres meetings, soit d'une autre manière, tu gagnes beaucoup, beaucoup en fait en efficacité et tout le monde est beaucoup plus relax hein, parce qu'on n'est pas là pour défendre son point de vue et en général la bonne solution elle émerge d'elle-même avec les bonnes datas. Et le deuxième point, et après je te laisserai réagir là-dessus si tu le souhaites évidemment, c'est tu le disais, tout le travail d'un dirigeant, c'est de se forger des convictions sur des choses, mais on est tous bien placés pour le savoir. Ça prend un peu de temps de se forger des convictions. En général, c'est de la data qu'on a lue, c'est de la réflexion, c'est de l'échange. Ça peut prendre des heures, des jours, des semaines. Quand la décision, elle s'est faite dans notre petite tête et qu'on la partage telle qu'elle, bah, l'autre, la personne en face de nous, quelle qu'elle soit, n'a pas forcément eu le temps de faire tout ce chemin. Et le fait d'impliquer les gens dans la réflexion dès l'amont, ça permet de faire le chemin vers la bonne décision ensemble plutôt que de forcer quelqu'un à prendre en 2 minutes le chemin vers une décision que vous avez pris plusieurs semaines à prendre. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis 100 d'accord, c'est un très bon résumé. C'est décorréler effectivement la phase de prise d'information, de discussion, de la phase de prise de décision. Mm. Par exemple, la phase de prise d'information, j'ai constaté aussi, alors ça dépend des sujets, mais que quand on a besoin d'être créatif, là c'est bien de mettre tout le monde dans la même salle, genre on réfléchit à des solutions, qu'est-ce que vous en pensez? Quand on est plutôt dans une prise de décision assez simple, quoi, binaire, est-ce qu'on ouvre tel marché? Là, je vais plutôt essayer de faire du one-to-one en amont, tu vas prendre la température un peu de chacun, éventuellement avec des petits groupes, collecter l'information, la mettre par écrit. Moi, je trouve que l'écrit est important et je vais envoyer les datas aux gens, par exemple au board, avant, m'assurer, peut-être même discuter en one-to-one avant la réunion collective, genre, t'as bien lu les datas, t'as vu ça, ah ouais, c'est vrai, c'est quand même énorme, hein, il y a un potentiel là-dessus, ouais, ouais, c'est vrai. Et au moment où on arrive, le but, c'est qu'au moment où tu convies la réunion collective, tu sais que la décision, elle va sortir de façon consensuelle, sans que tu aies besoin de la pousser. Et tu as bien fait tout le boulot, ça marche. C'est super parce que en fait, c'est ça, j'ai fait évoluer je me dis, mon rôle, c'est pas forcément de décider moi perso par ego, c'est plutôt d'organiser faire ressortir toutes les bonnes idées, les bons angles de vue en amont, aller chercher les données, et ensuite communiquer ces données à tout le monde. Et à la fin, comme tous les gens dans la salle, que ce soit nos investisseurs, nos managers, nos fondateurs, c'est des gens intelligents qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes infos. À la fin, ils arrivent à une décision consensuelle et Mm. t'avances comme tu veux avancer. Ouais, morale de la fable, si vous êtes tenté par l'idée d'aller un petit peu trop vite et de foncer comme un cow-boy tout seul, en réalité, vous êtes en train de perdre du temps plus tard. Donc, cette approche-là fonctionne assez bien. Tu peux peut-être nous faire un petit cas pratique, alors en ne partageant pas de l'information confidentielle, bien évidemment, sur bah, typiquement différentes décisions que vous avez dû prendre pour faire face à ce deuxième confinement. Est-ce que ça te va de faire un cas vraiment étape par étape en disant bah, j'en ai parlé à un tel, une telle, j'ai fait ci, j'ai fait ça, pour qu'on voit comment ça se met en place? Oui, pas de problème. Euh, alors, sur le deuxième confinement, eh bien, en fait, la décision importante, là, c'est de maintenir nos services ouverts. Donc, on s'était posé la question lors du premier confinement. Le constat, c'est que globalement, c'était légal de maintenir des services à domicile, mais pas acceptable pour nous moralement, pas en accord avec nos valeurs, parce que au mois de mars, les gens n'étaient pas équipés de masques, il n'y avait pas de protocole, donc on n'aurait pas pu, on ne se voyait pas du tout envoyer des gens faire des prestations de coiffure sans protection, quoi. Donc ça, c'était votre conclusion, premier confinement. Voilà, conclusion du premier confinement, plutôt clairement pris dans l'urgence. Donc dans l'urgence, on est en circuit bien plus court, évidemment. C'était avec Pierre, donc co-dirigeant,
qu'on avait pris ça, c'était voilà, notre décision à deux. C'est bien d'ailleurs d'être à deux plutôt que d'être tout seul, hein. On peut aller vite à deux et c'est mieux ça évite de prendre une décision trop émotionnelle, je pense. Quand on est vraiment tout seul à vouloir décider vite, des fois, je pense qu'on fait une connerie sous le coup de l'émotion. Donc voilà, au mois de mars, c'était pas possible parce qu'il n'y avait pas d'équipement. Ensuite, on a creusé, on a appris de tout ça. On a noué des contacts avec les fédérations du métier, puisqu'il y a dans le fait de maintenir de la coiffure à domicile ouverte, de la beauté à domicile ouverte, il y a une notion de relation avec le secteur des salons de coiffure et des instituts de beauté, qui n'ont pas forcément le même point de vue, évidemment, puisqu'ils voient la coiffure à domicile comme un concurrent. Donc on a essayé et on a commencé à créer des bonnes relations avec les fédérations, les syndicats de salons de coiffure et d'instituts de beauté entre les deux confinements, hein. Donc pendant la phase de déconfinement, on leur a parlé parce que ce sont les acteurs du secteur et d'ailleurs qui défendent en partie les coiffeurs à domicile, les esthéticiennes à domicile, même si dans la pratique, c'est pas forcément ce qu'ils ont en tête, parce qu'une grosse majorité, voilà, 95% de leurs adhérents sont des salons, qui défendent plutôt le point de vue salon que le point de vue domicile. Mais normalement, ils doivent bien représenter les deux. Donc on a fait connaissance. Et là, au moment de ce deuxième confinement, on a constaté que il est légalement possible d'exercer les métiers à domicile. Ça a été clairement dit par le gouvernement lors de la conférence de presse d'ouverture de ce deuxième confinement. Donc ça fait partie de l'information que vous avez récoltée. Voilà, exactement. On a creusé un petit peu, on avait creusé d'un point de vue juridique pendant le premier confinement. On avait demandé à un avocat, il nous avait dit oui, légalement c'est possible, compte tenu des décrets. Donc on sait que légalement, on ne risque pas de procès. Et après, là, concrètement, on a parlé avec Pierre et moi, j'ai appelé les syndicats de coiffeurs et d'esthéticiennes pour discuter avec eux de ça. Donc, on a constaté qu'on n'avait pas tout à fait la même lecture, puisque eux essayent plutôt de dire que salon de coiffure fermé égale la coiffure à domicile doit fermer aussi. Mais je pense qu'il y a des points sur lesquels on est aligné, notamment le fait que si la coiffure à domicile est possible pendant ces semaines, ça peut être un complément d'activité pour un gérant de salon indépendant qui, ok, son salon est fermé, mais peut-être qu'il peut continuer à aller traiter une partie de sa clientèle à domicile autour de son salon. Tout comme le restaurant fait de la livraison. Ou de la livraison pour maintenir quand même une partie de son activité. On est dans une logique de dialogue avec eux et c'est ce qu'on souhaite maintenir. Donc on va voir comment ça se passe sur les prochaines semaines. Mais notre but là, c'était de parler avec les différentes parties prenantes pour que notre décision, qui est maintenant clairement affichée sur Wikesa de maintenir les services ouverts, qu'on ait consulté tout le monde. Et là, c'est un peu plus qu'on en ait parlé à nos confrères. Voilà. Et vous avez impliqué vos investisseurs également ? Alors, sur cette décision-là, intéressant, non, on n'a pas impliqué les investisseurs parce que globalement, je connais leur point de vue sur la question et je sais que globalement, ils sont favorables à un maintien de l'activité. Pour nous, c'était plus une question éthique lors du premier confinement, éthique et légale et relation avec nos confrères salons. Donc, il n'y avait pas besoin en fait d'en parler aux investisseurs parce que globalement on connaît leur point de vue là-dessus. Pour l'aspect légal, comme je dis, c'était regarder le juridique, en parler avec nos confrères. Et pour l'aspect éthique, oui, j'ai oublié de le mentionner, mais on en a bien sûr parlé en comité avec tous nos managers. On a constaté que globalement il y avait un consensus, tout le monde est d'accord que ces périodes de confinement, ça commence à s'installer dans la durée. On a envie de maintenir de l'activité, de la vie, et que
surtout les prestations Wikasa, elles sont faites aujourd'hui dans de très bonnes conditions sanitaires. Donc, tout le monde était à l'aise pour le maintenir. Mmh. Et on a consulté également un peu nos professionnels. Donc, j'ai dit les 3000 pros à domicile. On a un groupe Facebook, on a sondé un petit peu les esprits et constaté qu'il y avait une majorité qui avait envie de continuer à travailler. Ouais, donc là, c'est très intéressant parce qu'en fait, on ouvre, et on a bien fait, je pense, de traiter cet exemple-là, parce qu'on est dans un processus de conduite du changement, qui est, global dans la prise de décision. Parce que si je reprends, alors moi, je vais prendre le côté un peu système, mais, quelque part dans les parties prenantes, là, il y a, les décisionnaires, donc, ton cofondateur, enfin l'un de tes cofondateurs et toi. Il y aurait, potentiellement à impliquer, des actionnaires quelque part, éventuellement un pool de managers, de Wikasa, des confrères, ou en tout cas les environnements qui sont connexes aux vôtres, et les professionnels. Et vous avez pu impliquer chaque personne de la bonne manière pour que ça aille vite. Donc typiquement, les actionnaires, vous connaissiez déjà leur point de vue, donc j'imagine c'était plus de l'information que de la Oui, décision. Les managers, vous avez pu échanger avec eux pour voir c'était quoi la température un petit peu. Idem pour vos professionnels, enfin ceux qui sont vraiment sur le terrain. oui. Et vous en avez parlé avec les confrères, sachant que c'est moins pour co-construire une décision que pour voir ce qui se passe, et être certain que, entre guillemets, quand votre décision va être affichée publiquement, ce ne sera pas une surprise pour l'écosystème. Exactement. Ok, bon, et ben c'est un bon cas d'école. Je regarde un petit peu le temps, et je pense que on va passer tranquillement à la fin de l'interview, si ça te va. Parfait. Alors, quel livre, podcast ou blog tu recommanderais à des personnes qui souhaiteraient développer leur leadership personnel en startup? Alors, en ce moment, je suis en train de lire le dernier livre de Ben Horowitz, le What You Do is Who You Are, qui parle de la création de culture d'entreprise. Donc, je trouve le bouquin super parce qu'il donne des exemples assez inattendus sur la façon dont un détenu, par exemple, a créé et fait évoluer la culture de sa guilde de détenus dans une prison américaine pour garder la protection mutuelle et amener cette guilde vers quelque chose de plus positif. Donc voilà, il y a des exemples assez étonnants, mais c'est très parlant pour la culture, pour dire comment, sur un groupe important, je peux, sans avoir forcément de contact personnel avec chaque personne, faire infuser quelque chose sur les bonnes façons de faire dans ma boîte. Donc ça m'inspire, et je pense que voilà, aujourd'hui on est 35, mais ce sera particulièrement important quand on arrivera à 100, 200, où là, Hmm. ça devient majeur pour avoir de l'impact sur chaque salarié. Et alors, Ben Horowitz, si le nom ne vous ne dit rien, c'est celui qui a écrit le très connu Hard Things About Hard Things. Donc, il semblerait que ce livre est encore mieux, c'est ce que tu me disais, non? Je le trouve mieux parce qu'il est plus applicable. Il est vraiment focus sur la notion de culture d'entreprise, et en le lisant, j'avais des notes de choses très concrètes que je pouvais appliquer chez Wikada. T'en as une juste que tu as appliquée, si tu peux, ou que tu es en train d'appliquer, ou que tu as envie d'appliquer? Une que j'ai envie d'appliquer, par exemple, il dit c'est impossible de prendre c'est très difficile de prendre du recul sur la propre culture de son entreprise. Donc, il faut que vous trouviez un moyen d'avoir des gens qui vous donnent un regard frais et extérieur pour vous dire voilà ce qu'est Wikasa, voilà ce que vous faites bien, voilà ce que vous faites mal. Et donc, sa reco, c'est d'aller chercher cette info auprès des nouveaux salariés au bout d'une semaine ou deux, mais très vite, dire voilà, ça fait une semaine que tu es chez Wikasa, qu'est-ce que tu trouves cool? Donc là, les gens disent ah, ça c'est cool, ça c'est cool. Et après, d'aller les pousser, et ça, je pense que je vais le faire, et le faire assez loin, dire ok, mais qu'est-ce qu'on fait pas très bien? Franchement, qu'est-ce qui est un peu brouillon? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Il y a forcément des points, ose me le dire, tu étais dans telle boîte précédente, qu'est-ce qui était mieux avant? Et donc, je vais essayer de le faire pour aller chercher des points d'amélioration chez les nouveaux salariés. Très chouette. Et qui est-ce que tu nommerais pour participer au prochain épisode du podcast? Finalement, c'est qui le ou la leader de startup qui t'impressionne le plus et que tu aimerais bien entendre sur le micro du podcast, Yaniro? Eh bien, moi, j'aimerais bien entendre Vincent de Malte, puisque Malte, bah, c'est également un business de plateforme. C'est une plateforme sur les freelances des métiers de la tech et du digital. Et c'est aussi, je pense, un très beau succès business, une belle entreprise en termes de taille et une belle marque et culture d'entreprise. Je trouve qu'ils sont assez inspirants. Et Vincent est quelqu'un de très humble, mais auprès de qui
j'apprends pas mal quand on échange, donc je serais ravi de l'entendre dans un prochain podcast. On va lui poser la question. Et puis alors, petit instant auto-promo, entre guillemets, pour Yaniro. Si vous êtes curieux de savoir ce qui se passe chez Malte, je vous invite, avant qu'on puisse avoir Vincent devant le micro de Yaniro, à écouter Richard, donc le Chief People Officer, je ne sais pas quelle est la dénomination, mais en tout cas la personne en charge des RH chez Malte, qui témoigne dans notre autre podcast, donc The Human Factor de Yaniro. Donc c'est très 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 intéressant pour découvrir les pratiques RH et culture de Malte. Bah, écoute, en tout cas, Antoine, je te remercie beaucoup pour ton temps. Je vous souhaite le meilleur là pour cette nouvelle phase et il me reste plus qu'à te dire à très vite et à bientôt. À bientôt, Alexis. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à dans 2 semaines pour le prochain épisode.